Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Rétroactu sur Gabon 24. Durant 52 minutes et à tour de rôle, les journalistes de la rédaction de Gabon 24 et aussi des invités vont se succéder sur ce plateau pour décrypter, analyser et débattre des faits qui ont marqué l'actualité du mois de janvier et février. Une actualité dense en politique avec les coups d'État en Afrique de l'Ouest qui se sont invités au 35e sommet de l'Union africaine alors que Bamako, Ouagadougou et Conakry sont avec Khartoum suspendus de l'organisation. Les dirigeants africains se plaignent de cette vague inédite de coups d'État sur le continent. En économie, alors que le démarrage effectif de la ZLECAf piétine, le prix de la farine lui connaît une hausse avec des conséquences sur le prix du pain par endroit au Gabon. Mais l'économie, c'est également le numérique qui n'a plus de secret pour les femmes. Au Gabon, en pleine crise sanitaire, elles ont réussi à se réinventer en se démarquant sur le digital. Va-t-on vers la fin du VIH-Sida et du paludisme? Les deux maladies ont désormais leur vaccin. Si le sérum contre le palu est déjà administré dans certains pays du continent, où en est-on pour celui du VIH? Et puis l'Afrique tout entière a vibré au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Durant 3 semaines, tous les regards étaient rivés sur le Cameroun, pays hôte de la compétition qui a offert au Sénégal son premier sacre continental. Un programme alléchant, mesdames et messieurs, des chroniqueurs aussi percutants les uns que les autres. La rétro de l'actualité, c'est maintenant. Les dirigeants africains se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie les 5 et 6 février 2022 avec en toile de fond la vague de coups d'État sur le continent. Regardez. Malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la rencontre des chefs d'État se déroulera en présentiel à Addis Abeba en Éthiopie. Au terme de ces assises, c'est le président Macky Sall qui prendra officiellement les commandes de l'organisation pour un an. Sur sa table, d'importants dossiers en suspens, notamment la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, une situation qu'il maîtrise parfaitement en tant que chef d'État de la CEDEAO. D'entrée de jeu, les suspensions de ces pays, mais aussi l'Éthiopie, en guerre contre les rebelles dans sa région occidentale du Tigré, une guerre considérée comme l'un des conflits les plus préoccupants du continent à l'heure actuelle. Autre problème inscrit à l'ordre du jour, le retour au sein de l'Union africaine d'Israël comme pays observateur. Pour rappel, Israël était accrédité auprès de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, mais avait perdu ce statut lorsque l'OUA avait été dissoute et remplacée par l'UA en 2002. À ce jour, plus d'une soixantaine de pays, organisations régionales et organismes sont accrédités auprès de l'UA, dont la Corée du Nord, l'Union européenne et l'ONU-SIDA. Israël considérait que son exclusion était donc une anomalie. La Covid-19 ne sera pas en reste si le continent reste relativement touché par la pandémie. Moins de 11% des Africains sont vaccinés à ce jour. Autre question, le financement de l'organisation. À ce jour, les contributions extérieures représentent toujours plus de la moitié du budget de l'UA. 2 décennies plus tard, l'Union africaine cherche toujours les moyens de s'autofinancer. En 2016, elle avait mis en place une contribution sur les importations, mais la réforme de Kigali a toujours du mal à être implémentée. Et pour aborder ce volet, Lagrange Fidèle, diplomate consultant, est avec moi sur ce plateau. Bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Gabon. Alors, Monsieur Lagrange, c'est inédit, autant de pays suspendus de l'organisation panafricaine. Les raisons, on les connaît. Est-ce que le simple fait de condamner ces coups de force est encore dissuasif? Déjà, il faut reconnaître que le fait de condamner ces coups d'État est la première prérogative et le premier rôle que doivent jouer nos organisations sous-régionales et l'Union africaine. Donc, les autorités de ces organisations ne peuvent pas aller contre les textes fondamentaux qui régissent ces organisations et qui préconisent le renforcement des processus démocratiques et également qui fustigent les coups de force qui viennent porter atteinte au processus démocratique et qui viennent fragiliser la paix et la sécurité. Donc, dans un premier temps, c'est leur rôle régalien et ça leur permet également de crédibiliser ces institutions-là auprès de nos partenaires parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où l'Union africaine travaille avec les Nations unies, la CEDEAO, la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et toutes les autres communautés travaillent de concert avec l'Union africaine.
Et l'Union africaine, elle, avec l'Union européenne, avec d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, c'est la première chose à faire lorsque de telles situations se produisent. L'autre chose qui n'est peut-être pas faite, c'est de travailler à renforcer les mécanismes d'alerte au sein de ces organisations sous-régionales et de l'organisation continentale. Nous avons des commissions qui s'occupent des questions de paix et de sécurité. Nous avons des services qui s'occupent de renforcement des processus démocratiques, mais ces services ne fonctionnent pas. Donc, Parce que dans les faits, on voit qu'effectivement, ce n'est pas dissuasif pour ces porteurs de coups d'État. Il faille aujourd'hui renforcer les actions de ces services, donner à ces services et à ces sous-structures de ces organisations les moyens de pouvoir jouer convenablement leur rôle et travailler à la sensibilisation. Travailler à la sensibilisation pour éviter un certain nombre de pertes de confiance, de frustration qui amènent à ces situations-là. Vous embrayez un peu sur ma deuxième question, mais elle est d'ordre sécuritaire. On remarque que la crise sécuritaire aujourd'hui au Sahel reste le principal grief reproché au pouvoir renversé. Finalement, est-ce que la faiblesse de l'Union africaine et des organisations sous-régionales ne réside pas dans l'absence de véritables moyens militaires ? Avant de répondre à cette question, je dirais d'abord que la plupart du temps, ces coups de force sont salués. Bon, ce que nous percevons depuis quelques années, ces coups de force sont salués par les populations, les jeunes, les femmes, les adultes. Donc, ça vient dénoter la perte de confiance entre les populations et les gouvernants. Donc, si les gouvernants, les processus, ces coups de force ne sont pas décriés, mais sont plutôt applaudis par les populations, c'est que d'une part, il y avait déjà un certain nombre d'éléments fâcheux entre le pouvoir politique, c'est-à-dire les gouvernants, les populations, et probablement même entre le haut commandement militaire. Donc, ce qu'il faut déjà dire, c'est que pour éviter ces situations aussi, il faut renforcer la confiance entre gouvernants et populations, jeunes, femmes, adultes, et également entre gouvernants et haut commandement militaire et autorités politiques, autorités militaires, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que nos organisations sous-régionales et notre organisation régionale, l'Union africaine, ont de sérieux problèmes, ont de sérieuses difficultés, non seulement financières, et qui dit difficultés financières dit également pas une grande marge de manœuvre, voilà, en fait. Impact sur le fonctionnement de cette organisation. Oui. Donc, au niveau militaire, nous avons la force en attente de l'Union africaine, mais qui n'est pas opérationnelle depuis très longtemps et qui est due à plusieurs choses. La non-priorisation de l'intérêt général lorsque certaines nations se rendent compte que des décisions prises ne cadrent pas avec leur politique interne, ne cadrent pas et pourraient porter préjudice à leur pouvoir ou à certains intérêts économiques, ils ne s'associent pas. Donc, il y a difficulté de mise en œuvre des décisions prises de commun accord. Donc, c'est un véritable problème. Et l'option militaire est la moins à envisager en toute situation parce que l'option militaire, elle appelle à de graves conséquences. Parce mais dans une région comme le Sahel, par exemple, où on est confronté aux djihadistes, au terrorisme, etc., est-ce qu'il ne serait pas de bon aloi que l'Union africaine a également participé, aille au front Oui, toujours est-il que le problème du Sahel est un problème qui date de plusieurs lustres, et particulièrement lorsque nous prenons rien que l'exemple du Mali. Qu'il vous souvienne qu'en 2012, le défunt président Amani Toumani Touré avait été poussé à la démission parce qu'on lui reprochait de ne pas donner les moyens nécessaires à l'armée, parce qu'on lui reprochait de ne pas maîtriser, de ne pas gérer convenablement le problème du terrorisme. Mais 10 ans après, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, il est parti, effectivement, mais malheureusement, la situation s'est empirée. Ce qui vient dire que nos États ne sont pas préparés à ces situations-là. Et même lorsque nous faisons appel à des partenaires, est-ce que nous avons pris la peine d'évaluer sur le long terme ce que cela pourrait nous coûter? Est-ce que nous avons pris la peine de sensibiliser la population? Parce que ce sont les populations qui subissent les premiers impacts de ces choses. Ce ne sont pas les gouvernants. Donc, lorsque les populations ne sont pas convenablement sensibilisées, à un moment donné, elles peuvent se rendre compte que ces opérations qui viennent pour peut-être les aider à régler un problème, ces opérations vont en défaveur de leurs intérêts, ce qui peut amener des sentiments anti-nations partenaires ou anti-forces internationales qui sont dans cette région. Et le pouvoir appartient au peuple, quoi qu'on dise.
chaque nation détient une certaine souveraineté qu'elle est obligée de revendiquer et que le peuple appelle souvent les autorités politiques ou administratives à revendiquer. Donc aujourd'hui, cette situation, elle est dommageable aussi bien aux populations qu'aux gouvernants. Et il faille aujourd'hui que nous puissions revoir nos mécanismes parce que c'est un problème de confiance. Oui. Tant qu'il n'y a pas confiance entre tous les partenaires et les nations ou les pays au sein desquels se trouvent ces forces, il y aura toujours une avancée de ces processus-là, de ces mouvements terroristes qui sont décriés et il y aura fragilité, ce qui va amener un accroissement permanent des nombres de morts, un accroissement permanent d'instabilité et qui va gangréner davantage d'autres périmètres et qui va s'élargir. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire prioritairement, c'est vrai, l'option militaire, oui, mais il faut beaucoup plus aller penser à la sensibilisation des populations qui se rebellent contre ces forces-là à un moment donné. Au-delà de ça, lorsque des coups de force interviennent, comme c'est le cas au Mali, au lieu d'imposer des sanctions qui vont se faire ressentir davantage sur le peuple, les populations, il vaut mieux continuer à dialoguer et mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour amener les intéressés à la raison et pour trouver un consensus. Et justement, à cet effet, on note néanmoins l'ouverture de Ouagadougou avec la mise en place récemment d'une commission chargée de la transition à Conakry. Même son de cloche, puisque le Conseil national de transition a été récemment installé. Seul Bamako est en pleine escalade de tensions dans ses relations avec les pays de la sous-région et la France. Est-ce qu'il faut craindre pour le Mali la grange fidèle qui persiste sur la prolongation de la durée de la transition? Bon, comme je le disais tantôt, il y a un principe de souveraineté. Au-delà de ce principe de souveraineté, le pouvoir appartient au peuple. Nous avons vu le peuple malien se lever et dire tout son attachement aux autorités de transition en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de percevoir que les mêmes populations sont en train de décrier les conséquences des sanctions qui sont imposées par des organisations régionales, sous-régionales et régionales à cette nation-là. Donc aujourd'hui, les populations sont en train de se rétracter un tant soit peu parce que le panier de la ménagère devient plus fragile qu'il ne l'était. Les conditions pour accéder à un certain nombre d'opportunités ou à un certain nombre de facilités deviennent plus dures. Donc les populations commencent à crier par rapport à cette pression qui émane des sanctions. Donc, deuxièmement, nous remarquons également que des partis politiques, aussi bien de l'opposition ou de l'ancienne mouvance, les partis politiques sont aujourd'hui en train de mettre une pression également aux autorités de transition parce qu'ils estiment que le temps de la transition, 4 ans proposés et décrié également par la communauté internationale, est très long. Toujours est-il aussi que les autorités de transition n'ont pas manqué de mettre en place des mécanismes de dialogue avec non seulement les populations, les partis politiques et la communauté internationale. Donc nous percevons que de chaque côté, il y a un certain nombre de concessions qui se font. Mais le temps presse. Et est-ce que les autorités de transition vont toujours pouvoir permettre à ce que les populations puissent satisfaire à leurs besoins comme auparavant? C'est là que se trouve le véritable problème. Et c'est le lieu aussi de saluer les interventions de très hautes personnalités qui, très discrètement, je veux citer le président Forezo Zimna Yassingbe de la République togolaise, qui très discrètement joue un grand rôle de médiateur dans cette crise-là entre les autorités de transition et la communauté internationale. Donc ce que moi je pense que nous devons tous faire, que ce soit la communauté internationale ou que ce soit des acteurs comme vous, c'est de pouvoir jouer notre rôle en apportant plus d'éclaircissement. Aujourd'hui, par exemple, vous donnez aux populations, non seulement gabonaises, mais aux populations africaines, l'opportunité de comprendre un certain nombre d'enjeux par rapport à cette situation. Donc, vous jouez votre rôle dans ce sens. Mais que chacun joue son rôle. Que chaque acteur puisse jouer son rôle dans le but de ramener véritablement la paix. C'est vrai qu'il y a des questions d'intérêt économique qui sont en jeu. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'abord de permettre à ce qu'il y ait une certaine paix, il y ait une certaine sécurité et qu'il y ait un langage commun, qu'il y ait des consensus
qui On se font pour retiendra permettre aux populations de... la grande fidèle que la médiation est à prioriser dans ces différentes crises. Merci à vous qui avez accepté donc de participer à cette émission. Merci surtout pour la pertinence de vos propos. Je rappelle que vous êtes diplomate, consultant. Merci encore d'être passé sur ce plateau de rétroactualité. La rétro de l'actualité, c'est également de l'économie. Le ministre gabonais de l'économie était donc en réunion ce 4 février avec le syndicat gabonais des boulangers sur la table des discussions, l'homologation définitive du prix de la baguette de pain qui, semble-t-il, n'est pas prêt de bouger. C'est du moins ce que nous rapporte Modeste Tocom qui nous rejoint juste après cet élément. Ils étaient tous présents, autorités gouvernementales, les exportateurs, les boulangers et les épiciers. Au terme de la réunion, les discours allaient dans le même sens. Le pain, aujourd'hui, est à 125 francs CFA et il y a un nouveau pain qui est introduit avec une nouvelle dimension qui est à 75 francs. Donc ça doit être entendu de tous. Aujourd'hui, il est question maintenant de surveiller, de mettre en pratique toutes les résolutions que nous avons prises ici avec tous les acteurs pour éviter que nous ne connaissions des phénomènes de pénurie ou de rationnement comme nous l'avons connu ces derniers jours. Je peux rassurer les membres du gouvernement et aussi l'ensemble des boulangers que l'approvisionnement se passe bien et devra continuer. Du moins pour ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour respecter les termes de l'accord convenu. Les violons sont clairement accordés à quelques détails près. On a toujours du pain disponible. Maintenant, il faut voir avec les syndicats des boutiquiers qui donnent le feu vert à leurs boutiquiers parce que c'est eux qui ont un peu boudé. Ce sont les boulangeries, autant pour moi qui doivent livrer les demi-baguettes chez les boutiquiers. D'accord. Mais également, de mon point de vue, l'État doit communiquer suffisamment pour expliquer le bien fondé de vendre les baguettes de pain dans la mesure où la marge du boutiquier n'a pas été empiétée. Chacun devra donc jouer sa partition afin que les choses aillent dans le bon sens. Il convient tout de même de rappeler que la question de la hausse des prix est une problématique généralisée causée par la montée très marquée des coûts des matières premières telles que le blé dans le cas d'espèces. Tous les pays à travers la planète s'attellent à soutenir comme ils le peuvent la pression inflationniste sur les populations. Et Modeste Tocom de notre rédaction vient de nous rejoindre. Modeste, bienvenue dans ce plateau de Rétroactu que vous connaissez déjà. Oui, bien. Merci Marielle, toujours un plaisir d'être avec vous. Vous, comme plusieurs Gabonais, n'arrivez pas à vous passer du pain, c'est cela. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que le prix il bascule de 125 à 150? Non, on va retenir que le prix ne va pas du tout basculer, Marielle. Il va rester, la baguette de pain va demeurer à 125 francs CFA. Les autorités l'ont martelé. Déjà, il faut rappeler que c'est une situation généralisée. Les prix des matières premières flambent à cause de la conjoncture qu'on connaît actuellement. Donc, tout devient difficile. Et le Gabon n'est pas le seul pays où on voit que véritablement la question du prix de pain pose problème. On a des régions qui sont même passées à 250 francs, Marielle, la baguette de pain. Donc le blé coûte de plus en plus cher. Les industriels ont du mal à faire venir le produit, l'aliment dans le pays. Ensuite, il faut revendre et on dit on revend à combien? Il faut bien qu'on fasse de bénéfices. Au Gabon, heureusement, les autorités ont tablé à 19 000 francs CFA le sac de farine, en encourageant les boulangers à demeurer avec un prix de 125 francs la baguette de pain. C'est vrai que les gros malheureux dans tout ça, c'est peut-être d'une certaine façon les détaillants dans les quartiers, mais heureusement, on a trouvé une solution. On aura l'occasion d'y arriver, Modeste, parce que j'ai une question. Est-ce que implicitement, on ne serait pas face à un gouvernement gabonais qui serait comme essoufflé de subventionner le prix de la farine? Essoufflé, non, Marielle, mais on va quand même dire que la crise ne fait de cadeau à personne et on essaie de sérieusement aider les populations à alléger le panier de la ménagère. Donc, on a arrêté de subventionner certains produits, c'est vrai, mais on n'arrête pas de trouver des solutions pour aider le consommateur, mais également les hommes d'affaires, les industriels. Voilà. Donc, je reviens sur cette solution trouvée où on ne peut plus vendre, où on ne peut pas vendre la baguette de pain à 150 francs. On a décidé de mettre en place la demi-baguette qui, elle, coûtera 75 francs CFA chez l'épicier. Est-ce que ce n'est pas une ruse, là également, des détaillants pour finalement vendre le pain ou du moins la quantité de pain à 150? Non, du tout.
pas une ruse du tout parce que ce sont des éléments qui existaient déjà. Mais comme tout le monde, quelque part, était concentré sur la baguette, ce sont des éléments qu'on ne mettait pas forcément en avant. Donc, c'est véritablement une solution qui va essayer de satisfaire tout le monde et toujours marteler que l'inflation, elle est réelle. Les institutions l'ont martelé depuis fin 2020. La crise, elle est réelle. Les conséquences vont se faire ressentir et le panier de la ménagère va véritablement peser un peu plus tard. Également. Mais il n'y a pas que le pain en économie modeste, avec un peu plus proche de nous la zone de libre-échange continentale. Il y a eu un tapage médiatique, et vous conviendrez avec moi, autour de son lancement, des discours hautement prometteurs aux quatre coins du continent. Un an après, on a l'impression que ça a eu l'effet flop, alors que 42 États sur 55 en Afrique ont ratifié l'accord. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec la ZLECAf? Qu'est-ce qui bloque encore? Concrètement, Marielle, il y a beaucoup de choses à faire encore avec la ZLECAf. Mais attention, pour se positionner sur cette question, il faut parler des avantages. La ZLECAf, c'est quand même la progression de 1% à 3% du PIB du continent africain. On aura le commerce intra-africain qui pourra grimper à 33%, alors que maintenant, on parle de 15%. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir est-ce que le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. On regarde les avancées. Vous l'avez dit, 42 pays ont quand même ratifié l'accord. C'est pour dire que c'est quelque chose d'important, surtout à un moment où on parle de la relance des économies africaines. Sur le terrain, Modeste, est-ce qu'il y a déjà des échanges qui ont commencé entre les différents États? Il y a des échanges qui ont commencé, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir, notamment les infrastructures, Marielle. On ne peut pas parler d'échanges intra-pays sans parler d'infrastructures, de véritables infrastructures. Il faut encourager les entrepreneurs locaux à véritablement asseoir leurs économies, à trouver des stratégies, comment vendre à côté de chez moi et bien vendre. Il faut une bonne politique de facilitation des affaires et d'échanges. Le Gabon est déjà un bon exemple avec notre ANPI qui fait des merveilles. Il faut un environnement des affaires attractif. Là aussi, on a de très bonnes notes à l'international, mais ce n'est pas tout. Il faut asseoir l'industrialisation. En Afrique, on a un véritable problème d'industrialisation. Depuis de nombreuses années déjà, on a du mal à asseoir cette industrialisation. Et justement, parce qu'on parle du pain, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, si on revenait à industrialiser les produits locaux, par exemple, imaginez de la farine de manioc, de patates, de taro, ça pourrait aider quelque part. Donc, parler de la ZLECAf, c'est parler industrie, c'est parler infrastructure, c'est parler véritable politique assise pour que la zone elle marche et surtout que l'on sait qu'avec la Covid-19, les États africains ont pris beaucoup de retard. Et avec les perspectives du FMI sur l'inflation notamment qui aura tendance à se généraliser, on espère que la ZLECAf pourra finalement tirer son épingle du jeu. Le FMI qui a récemment tenu une réunion. Qu'est-ce qu'on retient rapidement, Modeste? De cette réunion, on retient que les États de l'Afrique subsaharienne ont besoin d'un nouveau souffle parce qu'on a beaucoup ralenti par rapport à certaines zones de la planète et ça déjà on le voit parce que la vaccination a du mal à prendre, donc elle est un peu lente, ce qui n'encourage pas les investisseurs qui pourraient vouloir s'installer dans la région. Donc on retient aussi que les choses pourraient s'arranger un tout petit peu. On va parler de 3%, on va dire la croissance qui va s'établir à 3,7% en 2021, puis à 3,8% en 2022. Marielle, je sais que vous n'aimez pas les chiffres. Vous avez raison parce qu'après, on se dit, est-ce que c'est parce qu'on est à 3,8% en 2022 que forcément on a retrouvé notre santé d'avant-crise? Et là aussi, il faut faire très attention parce que grimper un tout petit peu ne veut pas dire qu'on a retrouvé notre santé. Donc, toujours par rapport au FMI, on voit que la zone CEMAC est une zone aussi qui a été véritablement touchée avec, on a vu l'aggravation des déséquilibres des cadres macroéconomiques au Gabon. Bonne petite nouvelle, on voit que la croissance pourrait atteindre 1,5% en 2021 et s'accélérer en 2022 puisqu'on parle de 3% avec les mesures prises par le gouvernement. On parle du fameux PAT, le plan de relance de la transformation. Est-ce qu'il y aurait des secteurs dans lesquels on devrait miser pour accélérer cette croissance-là en Afrique? Mais bien sûr, Marielle, il y a l'agriculture qui est notre véritable atout. L'Afrique regorge de merveilleux atouts. L'agriculture peut véritablement figurer. Il y a le numérique. Au Gabon, avec le PAT, on a ciblé des secteurs bien clés, former les jeunes dans les secteurs qui vont véritablement faire ressortir l'économie du pays. Donc, on a l'agriculture, on a la mer, on a le numérique. Et puis, tous ces secteurs-là pourront véritablement aider le continent africain à se relancer après cette période de crise. Et puis, vous parlez de numérique, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Vous ne nous quittez pas en deuxième partie de cette émission. Fin de la première partie de Rétroactu. On se retrouve
juste derrière cette transition. Deuxième partie de votre émission Rétro Actu et avec moi toujours sur ce plateau Modeste Com avec qui on parlera d'entrepreneuriat digital. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on voit tout de suite une nouvelle manière de faire du profit. Si elles ont été en retrait durant des décennies, les femmes se sont de plus en plus lancées dans l'entrepreneuriat avec des projets aussi innovants les uns que les autres. Et la plus-value pour certaines est qu'elles savent conjuguer avec le numérique. Regardez. Le prix Les Margaret tire son nom de Margaret Hamilton. C'est elle qui a développé les logiciels embarqués du programme spatial Apollo de la NASA. Pour faire simple, c'est grâce à elle que l'homme a marché pour la première fois sur la Lune. À travers cette distinction, la journée de la femme digitale soutient la croissance et le rayonnement international des startups et initiatives en entreprise portées par des femmes européennes et africaines, des femmes qui vivent leur ère, celle du digital. L'innovation et la technologie offrent des occasions sans précédent de rompre avec les tendances et de toucher celles et ceux qui sont les plus susceptibles d'être laissés pour compte. Les femmes sont sous-représentées dans les domaines techniques. Heureusement, elles ont saisi les enjeux de l'innovation et, à travers certains visages, elles démontrent qu'elles sont prêtes à relever les défis de l'ère numérique. L'objectif de la JFD, entendez la journée de la femme digitale, mouvement de l'innovation au féminin dirigé par Delphine Rémy-Boutang, est de démystifier les filières technologiques et les métiers du numérique auprès de la nouvelle génération en rendant accessible l'innovation et faire émerger une nouvelle génération de leaders. 4 Margaret sont récompensées chaque année. Une Margaret Entrepreneur Europe, une Margaret Entrepreneur Afrique, une Margaret Intrapreneur Europe et une Margaret Intrapreneur Afrique. Elles recevront toute une importante visibilité médiatique et de très nombreuses opportunités qui aideront les lauréates à faire valoir leur savoir. La participation est totalement gratuite, se fait intégralement virtuellement d'ailleurs. Il faut être une femme citoyenne d'un pays d'Europe ou d'Afrique, fondatrice ou cofondatrice d'une entreprise innovante pour la catégorie entrepreneur ou employé d'une entreprise qui a développé un projet en accord avec son employeur tout en restant salarié pour la catégorie intrapreneur. Pour la célébration de la 10e promotion, la JFD a retenu 19 finalistes, 14 dans les catégories Margaret Entrepreneur et Intrapreneur et 5 nommés pour la 2e édition des Margaret Junior, un prix destiné aux filles de 7 à 18 ans qui ont une idée innovante dans la tech. Et parmi ces 19 femmes, figurent 2 Gabonaises, Ariane Nguassono Sofiano, 38 ans, et Maëlys Kwakwa, 13 ans. Comme pour dire que l'innovation n'a pas d'âge. Alors, Modeste, avant d'entrer de plein pied dans cette initiative des Margaret, aujourd'hui, on remarque qu'avec la crise sanitaire, il faut cultiver la résilience. Comment les femmes se démarquent-elles au niveau du Gabon ? Les femmes ont été l'une des meilleures révélations pendant cette période de crise parce qu'on a pu comprendre la place centrale qu'elles tenaient dans les économies, bien que ce soit le plus dans l'économie informelle. Donc ces femmes-là ont prouvé qu'elles arrivent à relever l'économie de nombreux pays africains. Au Gabon, on a pu voir des domaines où les femmes ont véritablement marqué le pas, notamment dans le numérique, dans le commerce en ligne. Elles ne manquent pas d'idées pour véritablement trouver des solutions pour accompagner les autorités dans les plans de relance et tout. Mais alors, au Gabon, comme on l'a vu dans votre élément Modeste Com, les femmes entrepreneurs digitales sont donc de plus en plus nombreuses. On parle d'un concours auquel elles participent. Parlez-nous de cette initiative des Margaret et peut-être aussi
celle des Gabonaises qui en sont finalistes? Alors, Marielle, souvent on parle de la femme dans le textile, dans Oui. l'agriculture, dans la coiffure, dans tout ce qui est esthétique. Et là, un concours comme celui-ci montre que la femme ne s'assoit pas que derrière un comptoir de salon de coiffure. Elle réfléchit aussi à créer des logiciels, à être technicienne en informatique, en tout ce qui est véritablement science Ça technique. vient un peu casser Et les là, codes, ça Modeste. vient casser les codes parce que le numérique était encore ou est encore un domaine dans lequel on recherche un tout petit peu les femmes. L'UNESCO parle de 33% de femmes dans le monde qui sont représentées en termes de chercheurs. C'est pour vous dire que les sciences sont encore un domaine assez fermé. Donc, cette initiative-là décide de mettre en avant ces figures féminines européennes et africaines qui arrivent à se démarquer dans le domaine du numérique. Et on a 2 Gabonaises qui arrivent à se démarquer. Bien sûr, on a Ariane Nguessono Sofiano, 38 ans, et une très jeune, un tout petit bébé, Maëlys Kwakwa, 13 ans seulement, comme pour dire que le numérique n'a pas d'âge, il est fiché dans le temps. Un vrai régal, Modeste. Comme on en sait un peu plus sur ces femmes entrepreneurs digitales, j'aurais aimé vous garder plus longtemps, mais le temps qui nous était L'information parti, se poursuit. on est obligé d'accélérer un peu. Merci encore, Modeste Ocom, d'avoir donc été le porte-voix de ces femmes digitales qui se démarquent. Merci d'être passé sur ce plateau. Et c'est Sabrina Kundipenda qui prendra votre place, puisque sans transition, nous abordons le volet santé de cette émission. On l'a vu sur nos antennes, le Kenya a commencé à distribuer des doses du vaccin contre le paludisme. Dans le même temps, les chercheurs disent avoir trouvé un sérum contre le VIH-Sida. Tout ceci dans l'ombre de la Covid-19 qui poursuit sa course, mais avec des variants qui apparaissent plus contagieux et moins virulents. On fait le point avec Madame Santé de Gabon 24, juste derrière cet élément. Les structures hospitalières de l'ouest du Kenya commencent à observer des résultats assez encourageants depuis l'injection du vaccin antipaludique aux plus jeunes. Constat fait, les admissions pour cas de paludisme connaissent une baisse. Et même si les enfants contractent encore le paludisme, il n'est plus sévère et le nombre de morts liés à la maladie est en baisse. Moins de cas de paludisme est donc synonyme d'une baisse de séjour des victimes dans les hôpitaux, une réalité qui soulage les familles qui peinent parfois à payer les multiples frais. Les chercheurs de l'Institut kenyan de recherche médicale et experts en paludisme voient ce vaccin comme un nouveau départ dans la bataille menée contre le paludisme. Il a changé la donne. Pour les experts kenyans, il n'y a pas de doute, ce vaccin antipaludique est sûr et peut être administré sans crainte aux jeunes enfants exposés à la maladie. Un programme pilote d'inoculation de ce vaccin est en cours au Kenya depuis une longue période. Le dit programme a montré que le vaccin pourrait réduire le paludisme de près de 40% dans l'ouest du pays. C'est en octobre 2021 que l'utilisation généralisée du vaccin contre le paludisme a été approuvée pour les enfants par l'Organisation mondiale de la santé en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions à risque. D'après l'OMS, ce vaccin doit être administré en 4 doses pour les enfants âgés de plus de 5 mois. Sabrina Kundipenda, Dame Santé de Gabon 24 est déjà avec moi sur ce plateau. Déjà, puisqu'on va parler de santé, est-ce que la vôtre est au beau fixe, Sabrina? Bien évidemment, Marielle. Je suis en bonne santé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Est-ce qu'il faut déjà, Sabrina, on le verra, on parlera du palu un peu après, mais déjà, est-ce qu'il faut se réjouir de ce vaccin anti-sida basé sur la technologie de l'ARN messager? Effectivement, la bonne nouvelle dans la lutte contre le sida, c'est qu'il y a désormais un vaccin. Et là, c'est le monde entier qui se réjouit. Et le Gabon en particulier, ce pays qui, comme vous le savez, estime à plus de 36 000 personnes le nombre de PVVIH, les personnes vivant avec le VIH. Et donc, il reste simplement à croire que le vaccin sera disponible dans les tout prochains jours parce que on n'est qu'à la phase expérimentale, comme vous le savez. Des essais cliniques, effectivement, vous emboîtez le pas. Ma deuxième question, certes, nous ne sommes donc là qu'à la phase des essais cliniques et je crois sur des macaques, vous allez me reprendre si je me trompe, ou peut-être sur des patients déjà humains au niveau de l'Occident. Mais déjà, est-ce qu'on peut espérer avoir une distribution équitable de ce sérum? Justement, c'est vrai que pour l'instant, comme je le disais, on est encore qu'à la phase expérimentale, mais je pense que comme avec la Covid-19, on viendra au fait que chaque pays concerné, disons chaque pays en proie à cette maladie-là, reçoivent finalement les doses de ce vaccin. Et l'Afrique, est-ce qu'elle aura, ou est-ce qu'il faudra attendre que l'OMS s'exprime là-dessus? Parce que finalement, l'Afrique est très touchée par la pandémie. Est-ce qu'elle aura la part belle de ces doses de vaccin? Je ne saurais parler avec exactitude parce que rien ne se dit encore dans ce sens. On reste simplement à attendre
que les lignes bougent véritablement. Et donc, Sabrina, si rien n'est moins sûr, côté vaccin du VIH-Sida, celui du palu commence à gagner du terrain, particulièrement sur le continent. On l'a vu au Kenya. Exactement, le vaccin contre le paludisme gagne également du terrain, contrairement au vaccin contre le sida, qui n'est qu'à sa phase expérimentale. On voit déjà qu'il y a une certaine évolution du côté de la lutte contre le paludisme. Vous l'avez vu avec moi, vous avez suivi ce reportage de notre rédaction. Du côté du Kenya, dans l'Ouest précisément, il y a déjà de bons retours. Voilà, le vaccin est administré et les retours sont plutôt bons. On ose croire que le mal sera petit à petit coupé à la racine. On voit même déjà que les hôpitaux sont assez décongestionnés. Il y a moins de personnes malades de palu dans les hôpitaux au Kenya notamment. Mais on l'a vu dans l'élément, voilà, que ce vaccin est donc disponible au Kenya. Qu'en est-il du Gabon? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon n'en dispose pas encore. J'étais moi-même du côté du programme national de lutte contre le paludisme. Et là-bas, les responsables ont été clairs, le Gabon n'en a pas encore. Mais et pourtant, les chiffres sont aussi alarmants du côté du Gabon, surtout pour les moins de 5 ans. Oui, on le sait, les chiffres sont alarmants, mais pour l'instant, on attend que l'OMS décide. Effectivement, que l'OMS décide. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une phase, des étapes de distribution du vaccin d'un pays à un autre? Bon, pour l'instant, je ne saurais parler avec exactitude parce que les personnes qui sont au cœur du programme national de lutte contre le paludisme n'ont pas encore les réponses à toutes les questions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est attendre. On a vu qu'elle a modifié nos modes de vie, elle a déjoué les pronostics en ce début d'année. Que retient-on de la Covid-19? Est-ce que l'apparition du variant Omicron ne vient pas donner de l'espoir sur la fin de l'une des pandémies les plus meurtrières que le monde ait connues? Effectivement, le variant Omicron fait parler de lui depuis un bon moment déjà. Plusieurs pays sont victimes de ce variant-là. Mais on va le dire ainsi, il y a quand même une bonne nouvelle pour le continent africain. Il y a la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique qui a dit que justement l'Afrique est en quelque sorte en train de sortir de la phase pandémique liée à la pandémie à la Covid-19. Et donc là, on garde l'espoir que le virus s'en aille de notre continent. Merci beaucoup Sabrina Kondi-Penda pour ces précisions. On retient qu'il faut continuer donc d'appliquer les gestes barrières, le port du masque, le lavage automatique des mains. Et on le voit avec une solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon. Garder la distanciation physique comme nous sur ce plateau d'au moins 1 mètre. Merci encore Sabrina pour toutes ces précisions. Et sans transition, nous parlons de sport pour la suite. La Covid-19 qui s'est également invitée à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Cameroun, la plus belle fête du football africain qui a offert aux Lions de la Teranga leur premier sacre continental au terme de 120 minutes de jeu contre les pharaons d'Égypte. On regarde cet élément de Rodney Ovono et on retrouve Gaël Mapessi juste derrière. Le signe indien a finalement été brisé. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont enfin remporté un titre continental. Il aura fallu attendre 56 ans et une 3e finale pour voir le Sénégal inscrire son nom dans la prestigieuse liste des nations championnes d'Afrique. Cette finale, les Lions de la Teranga sont allés la chercher au forceps dans une rencontre marquée par de nombreuses fautes et pauvres en but. À plusieurs reprises, les Lions ont eu de nombreuses occasions de marquer et plier le match. Malgré un pénalty manqué par Sadio Mané, le Sénégal va pourtant dominer la rencontre sans se démarquer. Finalement, c'est à la séance des tirs au but que les Lions vont s'imposer face à une équipe qui a remporté ses 3 derniers matchs en prolongation. Le Sénégal devient enfin champion d'Afrique, une anomalie semble-t-il réglée. Les Lions, numéro 1 au classement africain de la FIFA, ont longtemps été bien placés, mais pourtant jamais classés vainqueurs. Désormais, c'est chose faite. Et Gaël Mapessi, qui n'est plus à présenter, m'a rejoint sur ce plateau. Gaël, bienvenue dans ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est toujours un plaisir, surtout quand on parle de sport, Marielle Biot. Ça fait plaisir de vous voir ailleurs que sur Multisport 24 ou dans le JT. C'est toujours important. Quand on parle de sport, on ne va pas seulement se cantonner dans nos différentes émissions qui sont consacrées au sport. C'est important également de faire la rétro des grands événements sportifs, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Surtout qu'on retient que pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une première étoile pour les Lions de la Teranga, un sacre que le Sénégal a toujours désiré et qu'il a finalement obtenu, Gaël. Après, il faut dire que ce n'est que, j'ai envie de dire, je ne vais peut-être pas parler de justice, parce que dans le football, il faut bien préparer les choses avant que remporter des compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations. Et
dans le football également, il faut s'inscrire dans la durée quand on veut remporter des titres tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été le cas pour parler du Sénégal, ça a été le cas parce que Aliou Cissé, qui est un entraîneur local, ancien international sénégalais, qui était déjà défenseur et qui a discuté une première finale. Ils ont perdu contre le Cameroun, c'était en 2002. Il est à la tête de cette équipe du Sénégal-là depuis 2015. Donc vous voyez que 2015, aujourd'hui, ça fait quasiment 8 ans qu'il est là. Donc c'est un travail de fond qu'il a fait aujourd'hui. C'est que le travail qui paie, Maher Biogou. On ne peut pas amener un entraîneur, lui demander de gagner une Coupe d'Afrique des Nations en 1 ou 2 ans. C'est souvent difficile, sauf si après, on a toute une palette des joueurs. Mais ça a été difficile. On a vu, par exemple, une équipe comme la Côte d'Ivoire, à l'époque, le temps de Didier Drogba. C'était des grands noms qu'il y avait dans cette équipe-là. Mais quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations et les autres compétitions, il faut espérer s'inscrire dans la durée pour pouvoir remporter ce type de compétition. Donc c'est très bien déjà pour le Sénégal. Ce n'est qu'une récompense du travail abattu par Aliou Cissé. Donc je pense que les dieux du foot pour cette CAN-là étaient avec lui parce qu'il avait déjà raté, souvenons-nous, la CAN dernière, il avait déjà été finaliste. Malheureusement, il a perdu contre l'Algérie et c'est que du bonheur pour cette équipe. Ça prouve à suffisance que sur le continent, on a des compétences qui peuvent rivaliser avec les compétences qui viennent d'ailleurs. Et donc, à vous entendre, c'est une victoire certes pour Mané et ses coéquipiers, mais surtout pour l'entraîneur Aliou Cissé qui marque là son territoire, qui marque cette étoile avec son équipe. C'est d'autant plus la joie côté sénégalais, car si on repense un peu à cette rencontre contre les Pharaons, Gabaski, le gardien, semblait imbattable dans ses buts. Gaël, on l'a tous regardé, on l'a tous suivi en arrêtant à l'entame le pénalty de Sadio Mané. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Après, il faut dire, pour parler du gardien égyptien Gabaski, qui est un surnom en réalité parce qu'il s'appelle Gabal, Mohamed Abou Gabal, c'est un gardien qui, au fil des jours de la compétition, il a essayé de prendre ça sur lui parce qu'il faut dire qu'il n'était pas gardien titulaire. Il a discuté que 3 matchs lors de cette Coupe d'Afrique des Nations-là parce que le gardien titulaire s'est blessé. Et lui, on lui a donné sa chance. C'était déjà contre la Côte d'Ivoire, puis contre le Cameroun. Et en finale, il a montré qu'il était capable. De toute façon, l'histoire a montré que l'équipe égyptienne a toujours eu des très bons gardiens. On se rappelle de Al-Dari qui, lui, derrière, a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Et qui observait sur les bancs. Qui observait sur les bancs. Donc c'était comme une bénédiction pour le jeune. Pas tout jeune, parce qu'il a quand même 33 ans. Et quand on a 33 ans au niveau du foot, de haut niveau, il faut dire qu'on est déjà vieux, on pense plus à la retraite. Après, il faut dire que Sadio Mané, il fallait. Sadio Mané, c'est une icône au niveau national, pour parler du Sénégal, mais c'est une icône également sur le continent, j'ai envie de dire au-delà, parce qu'il fait les beaux jours de Liverpool, son club en Angleterre. Et quand on regarde les favoris en termes de personnes, donc les hommes de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, il y avait Sadio Mané, il y avait naturellement Mohamed Salah et Mahrez, qui malheureusement, lui, ça n'a pas été très facile pour lui parce que l'Algérie a été éliminée au premier tour. Donc, chapeau pour Sadio Mané qui il a dit lors de l'interview à la finale que c'était le plus beau trophée qu'il peut gagner. C'est mieux que la Coupe du Monde, c'est mieux que de gagner la Champions League, c'est mieux que de gagner un championnat d'Angleterre. Nous espérons simplement que cette équipe sénégalaise, qui a encore des beaux jours, parce qu'il faut dire que c'est une équipe quand même très jeune. Donc, on espère que pour 2023, c'est juste à côté, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils vont venir avec la même rage et la même rage de vaincre pour pouvoir la même envie de gagner. Et dans cette belle compétition, le pays hôte a fait un parcours plutôt remarquable. Gaël Mapessi, mais stoppé en demi-finale par l'Égypte. Le Cameroun s'est donc contenté du bronze. Ouais, mais il fallait. Ils sont tombés devant Gabaski. Très génial. Il a arrêté quand même 2 pénaltys. Il faut dire que c'est un exercice qui sourit bien aux gardiens égyptiens. L'équipe du Cameroun n'a pas été mauvaise. Quand on regarde tout ce qui s'est dit autour de l'équipe du Cameroun, les problèmes de tricherie, les tests Covid, truqués, tout ça, on a vu que c'est une équipe qui a quand même su relever la tête. Après, on va se dire, le match contre le Comore, ils auraient peut-être perdu si le Comore avait eu toutes ses chances, les 12 cas de Covid, le gardien, le défenseur qui est devenu gardien. Mais là, nous sommes vraiment au conditionnel. Voilà, donc tout ça là, ils ont été forts parce que si c'est une équipe qui était faible dans leur esprit, ça aurait pu impacter quand même le groupe, mais ils se sont dit, quel que soit ce que les gens vont dire,
quel que soit ce que les gens pensent, nous, on est le Cameroun, nous, on est les Lions indomptables, c'est nous qui abritons la compétition. Il faut bien qu'on fasse un très beau parcours. Et avec ce pays, le Cameroun, un homme, une histoire, celle de Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables, qui remporte le titre de soulier d'or de cette CAN après avoir marqué un total de 8 buts dans la compétition. 8 buts, c'est un record, c'est une première. Il vient d'égaler et dépasser Samuel Eto'o, qui est une légende sur le continent. Mais après, il faut dire que c'est peut-être l'homme de la situation après Samuel Eto'o. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2017, lorsque le Cameroun remporte la finale contre l'Égypte déjà, ici au Gabon, c'est Vincent Aboubakar qui donne la victoire à cette équipe camerounaise avec un magnifique but. Le match était très serré, on était à 1-1. On partait déjà vers la fin du match. Vincent Aboubakar est sorti de nulle part pour inscrire ce but qui a donné la victoire aux Lions de la Teranga. Aux Lions indomptables, pardon, les Lions de la Teranga, on parle du Sénégal. Oui. D'accord, des Lions indomptables. Le relais a été bien donné, la bénédiction de Samuel Eto'o sur Vincent Aboubakar. On voit bien que les mots que Samuel Eto'o avait prononcés sur Vincent Aboubakar pour prendre le relais fonctionnent bien. Il a démontré en 2017, en remportant la Coupe d'Afrique des Nations ici au Gabon. Ça ne s'est pas très bien passé pour eux en 2019. Et voilà. Ils sont arrivés en demi-finale, 3e de leur compétition. C'est vrai que quand on organise une compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations, on a toujours envie de la remporter. De la garder. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est bien, ils sont sortis par la grande porte, comme on dit, parce qu'ils ont eu la petite finale. Ils sont 3e après un match, il faut le dire, mémorable. Ils étaient menés 3-0 contre le Burkina Faso. Qui ressemblait même à la finale. Hein. Donc, en 16 minutes, ils ont réussi à remporter et finalement gagner au tir au but. C'était magnifique. Chapeau surtout pour Vincent Aboubakar, vous l'avez dit, qui est un homme, une histoire. Un homme, une histoire. Et je pense, il est encore très jeune, il n'a pas encore 20 ans, il n'a pas encore 30 ans. Donc il a le temps encore de marquer un peu plus de son empreinte dans cette équipe du Cameroun. On a eu comme l'impression que tout le système du jeu de l'équipe du Cameroun était fait autour de Vincent Aboubakar. Oui. Si Vincent il Aboubakar, a porté cette équipe. Il a vraiment porté cette équipe parce qu'on l'a vu. Les buts qu'il mettait étaient des buts importants pour le Cameroun. C'est vraiment chapeau pour lui. Et on espère, entre-temps, qu'il ne va pas se blesser. Aujourd'hui, il a signé un contrat pour l'Arabie Saoudite. On espère que les choses vont bien se passer pour lui parce que, vous savez, au football, c'est aussi ça, la difficulté des grands joueurs. Les blessures sont un ennemi véritable, redoutable pour les joueurs de haut niveau. On espère que pour lui, tout va bien se passer et qu'en 2023, le Cameroun reviendra un peu plus fort. Et comme on parlait de cette CAN, sans parler de la participation gabonaise, oui, le Gabon, dont la compétition s'est arrêtée en 8e. Est-ce qu'on peut dire que les poulains de Patrice Neveu ont tout donné avec l'absence d'Aubameyang et de Lemina? Bah oui, très bien, on va dire qu'ils ont tout donné. Ah là, vraiment, ils ont tout donné parce qu'il faut déjà dire que, vous l'avez dit, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'habituel capitaine de cette équipe nationale. On a également Mario Lemina, qui est quand même un homme important dans le dispositif de l'équipe nationale. Après, même s'il n'était pas de la partie, il faut quand même dire qu'il n'y avait pas Ndong Ibrahim que lui également. Donc on imaginait une CAN avec ces 3 gars dans l'équipe nationale. On aurait peut-être fait mieux que les 8e de finale. On est tout content pour l'équipe nationale parce qu'il faut dire que l'avant-CAN a été compliqué. On sait tous que ça fait pratiquement un peu plus de 2 ans qu'il n'y a plus de championnat au niveau national. Oui. On sait également qu'il y a eu une histoire de primes quand ils sont allés en préparation à Dubaï. Il y a eu une histoire d'hôtel. Il y a eu tellement d'histoires qui ont entaché justement la préparation de cette équipe nationale. Mais c'est que du bonheur parce qu'on a eu comme l'impression qu'ils se sont appuyés sur tout cela pour essayer d'avoir un mental fort. Ils sont ressortis de là un peu plus boostés. Après, on va revenir toujours sur la polémique de Boupenza n'était pas hors-jeu sur 2 actions. Et pourtant, Gaël Mapessi n'était pas hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu. Oui, il n'était pas hors-jeu parce que dans le football, quand vous partez de votre camp, même si vous faites une semaine seul, mais tant que vous êtes de votre camp, on vous remet le ballon, vous n'êtes pas hors-jeu. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre marocain. Après, il y a eu tous les commentaires qu'on veut. On espère que la CAF, qui est une organisation sérieuse, va se plier sur cette question d'arbitrage parce qu'il n'y a pas que sur le match du Gabon contre le Burkina Faso, il y a aussi eu d'autres faits de jeu en et parlant de l'arbitrage. Et justement, l'occasion peut-être, Gaël, de revenir sur les ratés de cette compétition parce qu'il y en a tellement eu, puisque vous parlez d'arbitrage
avec tous les faits que vous avez également relevés, les cas Covid à non plus finir et le drame d'Olembe aussi. Oui, le drame d'Olembe, on est un peu désolé que les choses se soient passées comme ça. Ce sont des situations certainement qu'on aurait pu éviter. Il y a peut-être pas eu une sécurité, une organisation au niveau de la sécurité assez pointue, sinon on n'aurait pas enregistré ce drame-là. C'est dommage parce qu'il y a des familles qui ont été endeuillées. En réalité, le football apporte la joie, en réalité, le football apporte la cohésion, en réalité, le football apporte que du bonheur. Malheureusement, il y a cette histoire d'Olembe. On espère que... On ne va pas dire qu'on va vite oublier parce qu'il y a quand même des personnes qui sont mortes, mais nous espérons que pour les prochaines CAN, la CAF et les pays hôtes, désormais, mettront un accent particulier sur la sécurité autour des stades. Il y a quand même cette question, on a parlé rapidement d'Aubameyang et de Lemina, mais Aubameyang qui a signé pour le FC Barcelone, c'est aussi l'honneur de toute la nation. Toute la nation, mais surtout pour lui, parce qu'il fallait qu'il se relance, Marel Biogou. Il n'était plus en odeur de sainteté avec son coach club. Arteta. Il y avait une fissure qui s'était mise entre Aubameyang, l'international gabonais, et son coach espagnol Arteta, ce qui fait qu'Aubameyang ne jouait que des bouts de match, sinon ne jouait presque plus à Arsenal. Donc il fallait qu'il relance sa carrière, lui également, qui est au crépuscule de sa carrière. Il a 33 ans déjà aujourd'hui. Et donc voilà, ça passe très vite. Il fallait qu'il se relance. Et quoi de mieux que le FC Barcelone pour se relancer, un club qui est en pleine reconstruction. Avec le départ de Messi, ça a été difficile. On a vu les résultats du club qui ont et donc on espère véritablement beaucoup finalement d'Aubameyang dans ce club. Moi je pense, parce que Xavi, tout le monde sait, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas véritablement fait ses preuves en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, c'est un gagneur. En tant que joueur, c'est quelqu'un qui sait rassembler. En tant que joueur, c'est quelqu'un qui n'est plus à démontrer sur le plan mondial. Il a été un excellent joueur. Il a cette capacité-là de donner de la poigne, de la rage à ses coéquipiers. Aujourd'hui, il est sur un banc de touche. Je pense que si quelqu'un comme Xavi a pensé à Aubameyang pour essayer de redonner vie à ce Barça-là, c'est que dans Aubameyang, il y a encore des choses. Et nous espérons qu'il va exploser au Barça. Et en 2023, nous espérons qu'il soit là, dans la tanière. On espère pour notre champion national. Vous l'avez dit pour le Sénégal. On espère également que cette équipe va tenir pour 2023 pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le même espoir qu'on peut porter sur les Panthères du Gabon? Oui. Déjà, il faut que les autorités sportives gabonaises, tout de suite, là, il ne faut plus qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on essaie de relancer le championnat national. On l'a vu, parce que vous faites bien de poser la question. On l'a vu, l'équipe, le match contre notre huitième de finale contre le Burkina Faso. On a vu qu'à un moment, le banc de touche gabonais était essoufflé. On n'avait plus de la ressource. Marel Biogou. Nous, on n'est pas contre qu'on aille prendre un joueur qui joue ici, un joueur qui joue là-bas. Mais quand vous regardez l'équipe nationale aujourd'hui, même si les joueurs comme Ekwele Manga et autres jouent aujourd'hui à l'extérieur, mais l'équipe nationale est composée au moins à 70% des joueurs qui ont débuté au Gabon. Des nationaux, ouais. Voilà, donc ça veut dire que au niveau national, il y a du talent. Il faut que les autorités, vraiment dans les délais les plus brefs, essaient de relancer le championnat national pour pouvoir essayer déjà de détecter ces talents-là qu'on a. On a Loufilou qui a fait un passage en équipe nationale et malheureusement est retourné. Aujourd'hui, c'est un garçon très talentueux, mais c'est un talent qui est en train de mourir parce que le championnat national est arrêté. On a tellement de talents au niveau national qui peuvent essayer de relever la qualité du banc de touche de l'équipe nationale. Nous espérons que les autorités sportives vont véritablement se pencher sur cette question de reprise de championnat. Et nous croyons qu'on va faire mieux que la huitième de finale qu'on a fait au Cameroun. Mais on retiendra que malgré donc tous les couacs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la fête a été belle du côté du Cameroun. Gaël Mapessi avec le Sénégal qui est donc sur le toit de l'Afrique pour un an puisqu'on se prépare déjà pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce sera du côté de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Gaël Mapessi. C'est toujours passionnant de parler de foot avec vous. Merci pour votre dextérité sur ces questions de sport. Et merci aussi à tous les chroniqueurs qui se sont donc succédés ici. Modeste Ocom, Sabrina Kundi-Penda. Et un grand merci à Monsieur Lagrange, fidèle diplomate consultant, pour son expertise. Rétroactu, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain.